Mes chers collègues, Monsieur le Président, nous poursuivons notre cycle d'auditions consacrées à l'avenir des concessions autoroutières en accueillant Monsieur Philippe Noury, président d'Autoroute Paris-Rhin-Rhône, AP2R et d'AREA, qui sont des filiales d'Eiffage, qui entretient et exploite 2323 km d'autoroutes en France. L'exploitation de ces autoroutes arrivera à échéance en 2035 pour APR et 2036 pour AREA. À titre liminaire, je me permets de rappeler que notre commission souhaite, à travers ce cycle d'audition que nous avons débuté la semaine dernière, anticiper la fin des contrats de concession autoroutiers et à faire en sorte que le bilan des concessions telles qu'elles ont été pensées et mises en œuvre jusqu'à présent. Dans cette perspective, je souhaiterais vous interroger sur les mêmes points que ceux évoqués avec M. Pierre Coppet et Arnaud Quaimard la semaine dernière. Ma première question est de nature plutôt prospective. Comment appréhendez-vous la fin des contrats de concession? Comment l'anticipez-vous? Je souhaiterais en particulier savoir dans quelle mesure et comment vous vous préparez à la restitution des biens. Où en sont les inventaires des biens de retour à la définition d'une doctrine quant au bon état cible de ces biens? Ma seconde question porte, cela ne vous étonnera pas, sans doute sur la rentabilité des concessions, sujette à de nombreux commentaires. Plusieurs rapports récents, notamment celui de l'Inspection générale des finances, qui a récemment fuité dans la presse, tendant à démontrer que certaines SCA ont des taux de rentabilité bien supérieurs à ce qui était prévu par les contrats de concession. Certains suggèrent d'étudier l'opportunité de raccourcir la durée de certains contrats. Le ministre Bruno Le Maire a indiqué avoir saisi le Conseil d'État de cette question. Que répondez-vous à de tels discours et propositions? J'en viens à ma troisième question, qui porte quant à elle sur la fiscalité des autoroutes. La Première ministre a évoqué l'idée de faire davantage contribuer le secteur autoroutier au plan d'avenir pour les transports, notamment en faveur du monde ferroviaire. Quel regard portez-vous sur cette proposition? Je rappelle que les sociétés d'autoroutes remettent en cause depuis 2021 le versement de la contribution volontaire exceptionnelle à l'Agence de financement des infrastructures, l'AFIT, compte tenu de l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire sur l'inflation. Faut-il s'attendre à une réaction similaire si d'éventuelles nouvelles taxes étaient prévues? Des discussions avec le gouvernement ont-elles déjà été engagées sur ce point? Pouvez-vous évoquer quels moyens sont consacrés à la décarbonation des autoroutes? Avez-vous estimé les besoins totaux en la matière? Enfin, je viens à une question que nous avons abordée la semaine dernière et relative à l'avenir des péages autoroutiers, consubstantielle à la fin des concessions autoroutières. Comment appréhendez-vous cette problématique? Avant de vous céder la parole pour une durée de 10 minutes au maximum, je précise que nous avons fait le choix d'entendre un grand nombre d'acteurs, ce qui a pour conséquence de limiter la durée maximale à 1h15 pour chacune des auditions de notre matinée. Je vous demanderai, Monsieur le Président, donc de respecter ce temps de parole, car de la même manière, et en plein accord avec les chefs de file du groupe, nous avons convenu qu'un seul orateur par groupe politique interviendrait et qu'il disposerait de 4 minutes pour le groupe Les Républicains, Socialistes, Écologiques et Républicains, et de 3 minutes pour les autres groupes, hormis le groupe Union Centriste, étant entendu que j'introduis chacune de ces auditions. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous cède la parole. Merci, Monsieur. Dans la mesure où tous les risques sont transférés aux concessionnaires,
On entend régulièrement que la concession autoroutière serait une rente, une activité de rente, et je crois que cela ne correspond pas du tout à la réalité, car elle est par nature une activité à risque, des risques liés au trafic, au financement, à la construction, voire même à l'entretien du réseau. Alors, quelques mots peut-être pour illustrer le risque trafic. Avec la crise économique de 2008-2009, juste après la privatisation, le trafic poids lourd avait chuté de près de 20% sur 2 ans, et il a fallu attendre plus de 10 ans pour retrouver le niveau de 2007. Je rappelle aussi la crise des Gilets jaunes en 2018-2019, qui a eu un impact important aussi sur nos trafics, sans oublier bien sûr la crise sanitaire Covid en 2020 et 2021, qui a entraîné un effondrement de notre trafic, puisqu'il a chuté de près de 25% entre 2019 et 2020. J'en profite pour vous dire que nous sommes bien loin du plan d'affaires établi par nos actionnaires au moment de la privatisation, dans le cadre de l'appel d'offres de la privatisation, en ce qui concerne le trafic et le chiffre d'affaires. Je crois que c'est important de le dire dans cette période où on entend et on lit tellement de contre-vérités sur une supposée sur-rentabilité. Autre intérêt pour l'État, nous apportons, je pense que vous le savez toutes et tous, une forte contribution fiscale. Qui sait, par exemple, dans le grand public, que l'État est le premier bénéficiaire des revenus de péage, avec un peu plus de 40% du montant qui lui revient au travers de la fiscalité générale, TVA et impôt sur les sociétés, et au travers de la fiscalité spécifique, taxe d'aménagement du territoire et redevance domaniale. Qui sait que nous finançons toujours et encore les autres modes de transport au travers de la taxe d'aménagement du territoire et de la redevance domaniale. Ce sont près d'1 milliard d'euros qui sont alloués chaque année au budget de l'AFITF. Nous sommes donc les premiers financeurs de cette agence qui soutient les projets routiers, mais surtout des projets ferroviaires ou fluviaux. Je crois que notre financement représente plus de 50% des ressources totales cumulées de l'AFITF depuis 2005. Et au total, c'est plus de 5 milliards d'euros qui sont versés chaque année par les concessionnaires autoroutiers au Trésor public. Le modèle permet aussi une grande capacité d'investissement pour la modernisation et le développement du réseau au profit de la desserte des territoires. Vous le savez parfaitement, mesdames et messieurs les sénateurs, vous qui êtes extrêmement proches des territoires. APRR et AREA ont investi depuis 2006 plus de 5 milliards d'euros pour le développement du réseau. Nous avons construit dans cette période 7 nouvelles sections d'autoroutes. Nous avons élargi à 3 voies 270 km d'autoroutes. Nous avons créé ou reconfiguré 17 diffuseurs ou nœuds autoroutiers pour améliorer l'expérience client et diminuer la congestion. Et ces 5 milliards d'euros ont aussi permis d'améliorer l'insertion environnementale des autoroutes dans le domaine du traitement des eaux, de la protection anti-bruit et en matière de protection de la biodiversité avec la construction d'une vingtaine de passages à faune à grand gabarit. Alors, je reviendrai, Monsieur le Président, sur la partie transition écologique, décarbonation des autoroutes dans la séquence des questions. Je voudrais poursuivre en indiquant que beaucoup de fausses informations circulent sur nos concessions, alors, en partie par manque de pédagogie de notre part, mais aussi sans doute parce que le modèle est très complexe et très particulier. On retrouve même des erreurs d'analyse dans des rapports officiels, comme celui de l'autorité de la concurrence en 2014. L'autorité avait analysé à l'époque la rentabilité instantanée des concessions, et comme si nous étions une société industrielle ou commerciale classique, et elle n'avait pas vraiment intégré dans son analyse le coût d'acquisition des concessions, 7 milliards d'euros pour nous, les dettes existantes dans les sociétés, plus de 6 milliards d'euros pour nous, et les engagements à investir qui figuraient dans les contrats, plus d'1 milliard d'euros pour nous. Et elle avait aussi sous-estimé le fait que l'actif sera rendu en bon état d'entretien, gratuitement et totalement désendetté en fin de concession. La commission d'enquête de votre Assemblée avait produit un travail de qualité en 2020,
Et nous partagions d'ailleurs la grande majorité des recommandations, sauf pour l'étude financière qui comportait des erreurs majeures de raisonnement et de méthodologie. Alors, je pourrais bien sûr revenir sur ce sujet de la rentabilité dans la séquence des questions, mais juste un exemple pour illustrer les erreurs de M. Fortin, expert en fusion-acquisition d'entreprises, à qui votre collègue, le sénateur Delahaye, avait confié l'étude financière des concessions autoroutières. L'étude prévisionnelle de M. Fortin, elle a été établie sur nos comptes à fin 2019. Depuis cette date, 3 exercices se sont écoulés, 2020, 2021, 2022. Et on peut voir aujourd'hui que M. Fortin avait très largement surestimé dans sa prévision les dividendes versés par rapport à la réalité. Il les a surestimés de 2 milliards d'euros sur ces 3 ans, donc il les a plus que doublés, ce qui génère, avec bien d'autres erreurs, un écart de près de 3% sur le TRI actionnaire à fin 2022 entre son étude et la réalité. Je donne à ce stade ce seul exemple. Tout en reconnaissant les erreurs de M. Fortin et en rappelant le caractère hypothétique de ces calculs, le rapport IGF s'est aussi intéressé au TRI actionnaire. Alors, ce TRI actionnaire, je pense que maintenant vous êtes familiarisés avec les 2 types de TRI, le TRI actionnaire d'un côté et le TRI concession ou TRI projet de l'autre. Le TRI actionnaire, pour nous, ce n'est pas le bon indicateur. Je pense que c'est aussi l'avis de l'ART. D'ailleurs, au passage, on peut déplorer que l'ART, autorité indépendante créée par la loi Macron 2015, ne soit pas systématiquement placée au centre des débats sur ce sujet sensible de la rentabilité des concessions. C'est un régulateur indépendant et rigoureux qui mesure, je pense, les enjeux du modèle autoroutier concessif et qui est justement chargé, entre autres missions, de suivre la rentabilité des concessions. Or, l'ART a justement estimé à 2 reprises, en 2019 et en 2022, dans ces 2 rapports sur l'économie générale des concessions, que le TRI concession était la bonne mesure de la rentabilité, contrairement au TRI actionnaire, encore une fois, qui relève plus des risques et périls du seul acteur privé. Et ces TRI concessions mesurées par l'ART ressortent très proches de ceux attendus au moment de la privatisation, en se situant à un niveau raisonnable. Cette conclusion est d'ailleurs partagée par l'IGF, mais l'IGF ne conclut pas pour autant à l'absence de surprofit. Car l'IGF, tout comme M. Fortin, a étudié le TRI actionnaire. Encore une fois, pour nous, ce n'est pas la bonne référence, mais si on veut regarder ce TRI actionnaire, encore faut-il partir sur de bonnes bases, ce qui n'est pas le cas pour l'IGF, j'y reviendrai certainement. En tout cas, vous l'avez compris, je conteste formellement toute idée de surrentabilité ou de surprofit pour APRR et AREA, comme on peut le lire ou l'entendre. En réalité, nous sommes très proches des objectifs qui ont été affichés par nos actionnaires dans le plan d'affaires qui a été communiqué à l'État dans le cadre de l'appel d'offres de privatisation. Un petit mot pour terminer, Monsieur le Président, sur nos contrats. Alors, ces contrats, c'est vrai qu'ils étaient à l'origine quasiment les mêmes que ceux qui existaient lorsque l'État était concessionnaire. Et ce sont ces contrats-là qui ont été valorisés par nos actionnaires en 2005. Mais on oublie de dire que ces contrats, ils ont été sérieusement durcis au fur et à mesure de nos différents avenants. Quelques exemples. Il y a eu la suppression du foisonnement. Vous savez tous ce que représente le foisonnement. Il s'agissait d'augmenter plus les sections avec beaucoup de trafic pour accroître artificiellement les recettes. C'est une pratique qui existait lorsque l'État était à la fois concessionnaire et actionnaire. Cette pratique a été supprimée en 2007. Il y a eu aussi le durcissement des différentes pénalités. Il y a eu la mise en place de clauses de restitution des éventuels avantages indus lorsque les plannings de travaux se décalent dans le temps. Et il y a eu aussi en 2015 une clause de limitation des tarifs en cas de chiffre d'affaires excédentaire, ainsi qu'une clause qui prévoit de la même manière une fin anticipée, mais pour la période
d'extension qui a été octroyée dans le cadre du plan de relance 2015. En réalité, à chaque négociation d'avenant, l'État en a profité, et c'est normal, pour équilibrer les contrats et les mettre à jour. C'est en quelque sorte une forme de recalage périodique qui a eu lieu tous les 4 à 5 ans. Par ailleurs, le supposé laxisme de l'État à notre encontre, c'est une contre-vérité. Je l'ai entendu dans certaines des auditions que vous avez eues ces derniers temps. À partir de la privatisation, je dois vous dire qu'il y a eu un changement rapide et profond dans les relations entre l'État, qui n'était plus à la fois actionnaire et concessionnaire, et les concessionnaires privés. Les contrôles ont été très vite renforcés. Les négociations dans le cadre des contrats de plan ou autres plans d'investissement ont été très vite de plus en plus âpres et difficiles, notamment sur le plan financier. Et nous avons désormais des objectifs de qualité d'exploitation ambitieux, avec des seuils pénalisables en cas de non-respect. Alors quand j'entends que le rapport des forces serait déséquilibré entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes en faveur des sociétés concessionnaires d'autoroutes, je crois qu'on se trompe d'époque, car la réalité est bien différente depuis bien longtemps. Les contrôles sont permanents et très diversifiés, et je veux dire que les équipes ministérielles sont à la fois très compétentes et très exigeantes. Merci pour ces propos liminaires. Je vais donner la parole à Gérard Lahellec. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation synthétique. D'emblée, je veux vous rassurer, je n'ai pas de dogme. Je considère que s'il y a spéculation et critique aujourd'hui, ça n'est pas essentiellement de votre fait, je préfère le dire ainsi. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas dire que tout va bien et qu'il suffit d'attendre. Je crois que c'est opportun que nous ayons à nous pencher sur ce sujet. Et moi, j'ai une petite question, c'est que nous devrions être dans la phase préparatoire à la fin des concessions. Enfin, je pense qu'on va y entrer très vite. Et dans le même temps, nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre seulement la pleine exécution des contrats, car il y a un certain nombre d'ambitions qui nous attendent, notamment décarbonation, aménagement. Je ne développe pas. Ça me conduit donc à m'interroger autour de la question suivante. Il faut préparer la restitution des ouvrages, mais dans la préparation de la restitution, je dirais, de ces périmètres concédés, n'y a-t-il pas lieu, finalement, de dire « chiche, nous sommes prêts, on y va, et voilà les défis que nous sommes prêts à relever », ce qui évite peut-être d'avoir à renégocier des contrats, à les remettre en cause, à les reprolonger. Enfin bref, c'est une question que je me pose parce que mon questionnement gravite autour de l'idée on ne peut pas attendre sans rien faire la fin des concessions. En même temps, il faut s'assurer d'être le plus irréprochable possible. Et si ça peut être d'utilité publique, ça pourrait vous donner l'occasion de rebondir sur le sujet. C'est mon questionnement à l'heure où je vous parle. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Eric Gold. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général. Votre audition doit permettre d'en savoir plus sur les orientations futures en matière de mode de déplacement sur les autoroutes et ce qui devra être prévu dans les futurs contrats. Alors, on a beaucoup parlé du développement des véhicules autonomes et de la... Bien t'entendre ton micro parce qu'on ne t'entend pas ici. Je vais avoir un petit peu de problème de gorge aussi. Donc, on a beaucoup parlé du développement des véhicules autonomes et de la possibilité de les utiliser sur autoroute. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu moins bavard sur le sujet. J'aimerais avoir votre avis de PDG sur la circulation future de ce type de véhicule. Pour l'instant, il n'est pas possible de confier la conduite à un véhicule au-delà de 60 km/h. Pourtant, l'autoroute semble particulièrement se prêter à la voiture autonome, avec des longs trajets, peu d'obstacles et une vitesse relativement stable. Il semblerait même que sa présence permettrait d'améliorer les conditions de circulation en absorbant les perturbations et en forçant le conducteur à adapter une bonne vitesse d'équilibre. Alors, pouvez-vous m'indiquer quel est aujourd'hui l'état de la réflexion et quels sont les freins à la présence du véhicule autonome sur autoroute? Sont-ils technologiques, législatifs, voire psychologiques?
Et enfin, faut-il, selon vous, envisager et anticiper la création de voies spécialement équipées ou de voies réservées pour ce type de circulation? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Pierre Medevielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en 2015, le groupe d'études avait noté, avait fait, sans tirer vraiment de conclusion, avait noté la polémique autour du rapport de l'autorité de la concurrence de M. Lasserre et du cabinet mandaté par Ségolène Royal, Microeconomics. Et M. Lasserre s'en était d'ailleurs sorti avec une pirouette en indiquant qu'on ne lui avait pas posé la bonne question, ce qui expliquait quand même la qualité médiocre de son rapport qui calculait, on ne va pas y revenir, une rentabilité à l'instant T. Mais cette polémique, bon, ça avait fait dans la presse. Les concessionnaires avaient été traités de façon quand même peu cordiale, on dira. Et que pensez-vous aujourd'hui? C'est un rapport redondant, moi je l'ai déjà dit. Que pensez-vous de la qualité de ce rapport et de ses conclusions? Merci. La parole est à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui, j'entends vos messages d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de laxisme. Le rapport de force État-privé n'est pas déséquilibré. On se trompe d'époque. Moi, ce qui me vient en réaction à ce que vous dites, c'est on se trompe d'époque, mais à l'époque, vos prédécesseurs avaient sans doute des discours du même ordre en disant il n'y a pas de laxisme, les choses sont rigoureuses. Je crois que par nature, dans une coopération publique-privée, les choses ne sont pas souples, ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes. Et si, alors aujourd'hui tout le monde admet, il n'y a pas de souci, qu'on a un réseau de qualité, mais on voit bien que sur ce qui reste à faire pour terminer correctement les concessions en cours, il y a des points litigieux. Sur la définition du bon état, les choses ne sont pas évidentes. Il est normal qu'il y ait de l'exigence du point de vue de l'intérêt public, du point de vue de l'intérêt général. Et pour ce qui succédera au système concessif d'aujourd'hui, je crois que il est quasiment unanime maintenant aujourd'hui, alors j'aimerais votre opinion là-dessus, que personne ne peut envisager des concessions aussi longues que ce qui a été fait, parce qu'on voit bien qu'avec des concessions longues, les conditions d'élaboration d'avenants qui s'imposent sont compliquées. Alors la question de la rentabilité, donc il y a les calculs de la commission du Sénat, il y a ceux de l'IGF, il y a ceux de l'ART, je pense qu'il y a les vôtres. Toutes ces différences de calcul, c'est impressionnant quand on voit les tableaux, par exemple dans le rapport de l'IGF, ça nous montre, en tout cas moi comme parlementaire, je dirais débutant, avec 2 ans, qu'il y a une question de transparence, d'accès aux données, de paramètres, d'indicateurs qu'on voudrait rigoureux et de leur suivi qu'il faut mettre en place. Alors, pour l'avenir, que ça soit donc à partir de maintenant tout de suite ou à partir de ce qui succédera, pour vous c'est 2035-2036, si je ne me trompe pas, à la concession actuelle. Deux interrogations sur la décarbonation. Donc c'est un peu le mot valise que tout le monde place, mais qu'est-ce que concrètement on y met pour assurer la transition de l'électromobilité? Le rapport du COI parle d'un usage de la route, et de l'autoroute bien sûr, qui sera moins celui de l'autosolisme, qui nécessitera un fret routier plus efficient, ce qui veut dire que l'objectif c'est pas toujours plus de trafic, mais donc ça posera une question aussi de rendement pour les péages. Sur justement les moyens, comment la route peut financer de façon plus importante qu'aujourd'hui, ça semble de toute façon nécessaire, aux reports modaux nécessaires de la transition écologique, et puis aussi comment notre réseau autoroutier, dont je disais au début la qualité, peut rester de qualité face à l'impact fort qu'on ne mesure pas encore suffisamment à mon avis aujourd'hui du réchauffement climatique, la vulnérabilité du réseau, de nos modes d'usage de ce réseau. Merci. Merci. La parole est à Jean-Claude Anglard.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Je souhaite d'abord insister sur l'importance de ce cycle d'audition sur l'avenir des concessions autoroutières que nous poursuivons aujourd'hui. Il permet bien sûr à notre commission de mieux appréhender les enjeux concrets qui se posent à la fin des contrats de concession autoroutière. Et contrairement à ce qui peut être déclaré dans la presse par certains, il ne s'agit pas ici de redites dont on ne se lasse pas. Il s'agit d'un enjeu central pour l'État, notamment dans le contexte actuel des finances publiques et en rapport avec l'aménagement du territoire. Nos travaux, il me semble, s'inscrivent en effet également dans le contexte global du financement des mobilités en France, notamment du rail, du fret et du développement des modes de transport, mais je répète en cela les mots de notre président. Vous le savez, la question de la, entre guillemets, surrentabilité est au centre des enjeux et de l'actualité. Néanmoins, il ne s'agit pas de débattre ici de la méthodologie de calcul de rentabilité. Mes questions et nos travaux visent à faire le bilan des concessions telles qu'elles ont été pensées et mises en œuvre jusqu'à présent. L'objectif est de tirer des enseignements des concessions qui vont s'achever pour rendre les prochains contrats moins coûteux pour le contribuable et pour l'État, tout en conservant l'investissement nécessaire à l'entretien du réseau. Mes questions portent sur 3 enjeux principaux. Le premier enjeu est le prix des autoroutes. L'un des marqueurs les plus visibles pour les automobilistes est l'augmentation des trafics des péages avec une hausse de 4,5 et 5,07% en 2023 sur votre réseau, le réseau APRR. Quels sont les éléments qui justifient les augmentations des tarifs des péages en général et quels objectifs sont destinés les bénéfices supplémentaires? Pouvez-vous nous indiquer, pour le cas de l'année 2023, quels sont les éléments déterminants des augmentations? Si les raisons sont dépendantes du contexte, pourquoi les sociétés concessionnaires appliquent-elles des hausses différenciées? Cela signifie-t-il que certains réseaux sont donc moins rentables ou plus coûteux que d'autres? Enfin, ma dernière question sur la dimension économique porte sur la rentabilité actionnaire attendue qui aurait été atteinte en 2022, j'utilise le conditionnel, qui aurait été atteinte en 2022 pour Eiffage, soit 16 ans après la privatisation. Est-ce que ces informations sont-elles exactes? Quels sont les enseignements à en tirer, selon vous, concernant la durée des concessions? Le deuxième enjeu abordé est celui de l'aménagement du territoire. Toujours en lien avec la durée des concessions, nous interrogeons sur la prise en compte du temps long dans l'aménagement routier. Quels sont les développements sur les projets futurs pour les réseaux APRR et AREA? Enfin, je voudrais vous parler du étang de l'Aveyron, du viaduc de Millau, bien sûr, n'est-ce pas, qui est le plus beau viaduc d'Europe et de France, n'est-ce pas, qui a été mis en service depuis 2004 et qui déroule son tapis, n'est-ce pas, sur 2,4 km au-dessus du Vior, à 270 mètres d'altitude, exploité donc par la compagnie Eiffage du viaduc. La durée de concession de 78 ans est plus longue que celle habituelle en raison d'un équilibre plus difficile à atteindre. Et j'aimerais que vous leviez une rumeur que nous entendons localement dans la presse sur ce que vous souhaiteriez peut-être faire avec ce viaduc du Millau en vous séparant des actions. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez lever cette rumeur que nous entendons localement? Je répète bien localement, en tout cas, c'est important pour nous de le savoir. Par rapport au viaduc, bien sûr, quels sont les enseignements à tirer de l'exploitation de ce type de superstructure pour les concessions à venir concernant la durée, mais aussi l'augmentation du prix de péage? Je précise pour nos collègues que si nous n'avions pas eu ce mode de fonctionnement pour ce viaduc, jamais l'autoroute 75 ne rejoindrait, n'est-ce pas, le Massif central et la Méditerranée. Et je terminerai mon intervention pour le troisième enjeu, celui de la transition écologique, comme ça a été évoqué par nos collègues. Quelles sont les conséquences des transformations du parc automobiliste sur les concessionnaires? Concrètement, quels sont les objectifs d'électrification des réseaux APRR et AREA et comment sont financés ces investissements? Et ensuite, concernant les mobilités, la décarbonation du trafic autoroutier et le développement des mobilités dites vertes sont au cœur des enjeux de transformation présente et future. Ça a été rappelé par nos collègues. Il semble d'ailleurs qu'APRR a mis en place des aides financières pour le covoiturage en Haute-Savoie. Je voulais le dire devant Cyril Pellevat qui était là. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce dispositif, son financement et son élargissement éventuel? Je vous remercie, en tout cas, pour répondre à nos questions. Merci, chers collègues. La parole est à Martine Filleul.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, vous avez déjà réagi sur la question de la surrentabilité et mes collègues vous ont interrogé également à ce propos. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet ô combien important cependant, mais je voudrais vous demander de bien vouloir réagir aux conclusions de ce rapport, aux scénarios possibles évoqués dans le cadre de ce rapport, à savoir réduire de 10 ans la durée des contrats ou éventuellement augmenter le prélèvement sur les bénéfices ou encore baisser les tarifs des péages. Comment appréciez-vous ces éléments, ces scénarios et comment appréhendez-vous surtout cette demande d'étudier un raccourcissement des contrats déjà engagés? Une deuxième question concerne la tribune parue dans Le Monde à l'initiative de mes collègues socialistes qui appelle à la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial qui s'appelle Routes de France et qui aurait vocation à gérer l'ensemble du réseau routier national non concédé auquel s'ajouterait le réseau autoroutier concédé une fois les contrats échus. Ce projet est une solution pour construire une autre voie à l'opposition devenue stérile entre une renationalisation qui coûte cher et poursuivre un modèle concessif qui apparaît abusif. Dès lors, comment votre groupe continuerait-il d'opérer la gestion des concessions dans l'hypothèse où celles-ci seront non renouvelées à terme? Comment vous engagez-vous à rendre dans un bon état les concessions à l'expiration des contrats, tel devait être le cas? Ensuite, je voulais poser une troisième question qui concerne un sujet qui m'est cher, à savoir l'électronisme, car j'ai beaucoup d'interrogations sur le flux libre tel que développé actuellement sur l'autoroute A79. J'entends que ce dispositif innovant a sur le papier de nombreux avantages qui permet, selon vos dires, de gagner en fluidité et en sécurité. Cependant, je constate que de nombreux usagers sont mécontents et laissent sur le côté de la route, si j'ose ce bon mot, laissent sur le côté de la route tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, le numérique et contribuent beaucoup à les laisser soit revenir, avoir des distances importantes à parcourir dans ce cadre. Voilà, est-ce que vous avez pensé à des aménagements de ce dispositif de flux libre qui, cependant, est amené à se généraliser sur le territoire pour ne pas laisser de côté ces exclus du numérique? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Michel Dagbert et après, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, merci de vos éclaircissements et de votre propos liminaire, auquel j'ai été très attentif, puisque dans votre propos liminaire, je vais venir à ma question ensuite, mais dans votre propos liminaire, vous avez rappelé qu'à différentes reprises, par des discussions avec l'État, les concessions avaient été rééquilibrées, ce qui tend à être un aveu de votre part qu'à l'origine, les concessions étaient un peu déséquilibrées. Je ferme la parenthèse. Monsieur le Président, je souhaite vous interroger sur la question de l'entretien des infrastructures auxquelles sont soumis bien sûr les concessionnaires. Les sociétés concessionnaires sont en effet contractuellement tenues d'effectuer l'entretien des voies et ouvrages d'art qui leur sont concédés. Elles ont ainsi l'obligation de réaliser un certain volume de travaux. Les concessionnaires doivent investir jusqu'à la fin des contrats afin de remettre en bon état les infrastructures. Or, en décembre 2022, l'autorité de régulation des transports a publié un document très critique face aux pratiques observées lors de la passation de marchés de travaux de fourniture et de services, mais également lors de la passation des contrats de sous-concession.
L'ART rappelle l'importance de disposer de règles claires sur le calcul de la valeur estimée d'un marché de travaux et sur le choix de la procédure d'appel d'offres. Elle note aussi le taux important d'attribution de marchés de travaux aux sociétés liées capitalistiquement à APR, AREA. Ainsi, ont été passées une part importante de leur marché avec des sociétés du groupe Eiffage, avec un taux d'attribution supérieur au taux moyen d'attribution aux sociétés du groupe Eiffage par l'ensemble des sociétés concessionnaires. Elle émet de fait certaines réserves sur le coût de certaines opérations et travaux réalisés et beaucoup regrettent en effet le manque de transparence sur les coûts et les prix de chacune de ces opérations. Pouvez-vous nous donner votre sentiment et quelques éléments d'appréciation sur ces différents points et les mesures correctives qui pourraient être envisagées? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, je vous propose de répondre à mes collègues. Merci. Merci. Elles sont très nombreuses. Je vais essayer d'y répondre, mais en les regroupant par grand thème, si vous l'acceptez. Je vais peut-être commencer par le sujet de la décarbonation des autoroutes, qui est un sujet très important. Comme vous le savez, le secteur des transports représente près de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, et la part des autoroutes est estimée à 7%. Et c'est dire effectivement l'importance de faire mouvement très vite et très fort sur nos autoroutes. Concrètement, pour répondre à votre question sur nos réseaux APRR et AREA, nous avons engagé cette transition écologique depuis plusieurs années au travers de réalisations qui s'articulent autour de 4 grands axes. Premier axe, le développement des mobilités partagées. Nous avons déjà aujourd'hui 5000 places de parking de covoiturage proposées à nos clients et nous devrions atteindre les 7000 places à l'échéance 2025. Deuxième point, nous avons mis en service la première voie réservée au covoiturage en France sur autoroute à Grenoble, sur l'autoroute A48 en septembre 2020. Et troisièmement, le plan d'investissement APRR-AREA qui vient de faire l'objet d'un décret à la fin du mois de janvier dernier. Ce plan d'investissement va constituer une sorte de vitrine de ce qui pourrait être déployé à bien plus grande échelle sur notre réseau. Ce plan d'investissement que j'évoque comprend de nouveaux parkings de covoiturage, des voies réservées covoiturage et transport en commun et un certain nombre de pôles d'échange multimodaux à proximité des grandes agglomérations. Deuxième axe que nous avons engagé, la mobilité décarbonée avec l'accueil des véhicules électriques sur le réseau. Vous avez fait allusion tout à l'heure. En fait, nous sommes très fiers d'avoir relevé le challenge qui consistait à équiper 100% de nos aires de service en stations de bornes de recharge très haute puissance et haute puissance avant la fin de l'année 2022. C'est chose faite. Depuis décembre dernier, nous avons nos 97 aires de service qui proposent à la clientèle entre 6 et 8 bornes de recharge très haute puissance. Bon, c'est un premier pas et il faudra aller un peu plus loin, j'y reviendrai. Troisième axe, le développement du solaire sur notre réseau. La nouvelle loi AER sur laquelle vous avez, je pense, beaucoup travaillé, va permettre d'équiper massivement nos grands parkings d'ombrières photovoltaïques. Mais dans ce domaine, nous avons déjà engagé le mouvement depuis plusieurs années avec la construction de plateformes solaires sur nos délaissés autoroutiers. Au moment où je vous parle, nous avons d'ores et déjà 5 plateformes solaires qui fonctionnent et qui produisent 30 MW crête. En gros, ce sont des plateformes qui représentent chacune 5 hectares et qui produisent donc de l'ordre de 5 MW. Donc nous avons déjà 5 fermes solaires en service, nous en avons une qui est en travaux, nous en avons 4 qui sont en procédure administrative et nous en avons une vingtaine qui sont au stade du projet et de l'étude. Quatrième axe, vous en avez parlé, Madame la Sénatrice, le déploiement de technologies au service de la fluidité et de la décarbonation. Je pense bien évidemment au développement du péage en flux libre. Donc vous l'avez indiqué, nous avons mis en service au mois de novembre dernier la première autoroute en flux libre intégral, la 79, entre Montmarault et Digoin, une autoroute que connaît parfaitement le sénateur Jeunet.
puisqu'il est tout à fait concerné par cette autoroute. Deuxième point, grâce à notre nouveau plan d'investissement que j'évoquais à l'instant, nous allons pouvoir équiper en flux libre toutes les entrées du réseau AREA. Donc c'est déjà une première étape. Et donc vous le voyez, la transformation écologique de l'autoroute, elle est déjà en marche, mais il faut effectivement aller beaucoup plus loin. Et personnellement, je suis persuadé qu'il y a nécessité de conclure avec l'État, à court terme, un très grand plan d'investissement orienté transition écologique, un plan d'investissement qui permettrait aussi en parallèle de relancer l'économie et le secteur des travaux publics, qui en aura bien besoin à la sortie de la crise actuelle. Ce plan de transition écologique qui pourrait comporter plusieurs milliards d'euros d'investissement à l'échelle de la profession, je le vois bien s'articuler autour de 4 points. Premier point, le développement massif des nouvelles mobilités, des mobilités décarbonées, avec la vitrine que nous avons mis en place dans le plan actuel. Deuxième point important, la reconfiguration complète de nos aires de service pour substituer progressivement l'électrique au carburant. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre en place sur nos aires, non pas des stations de bornes de recharge, donc 6 à 8 bornes, mais de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de créer de véritables pôles de recharge entre 30 et 40 bornes. Pourquoi? Parce que c'est absolument nécessaire si on veut accompagner au plus vite la transition qui est maintenant bien engagée du véhicule thermique vers le véhicule électrique. Personnellement, je n'intégrerai pas dans ce dossier décarbonation les poids lourds. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, je pense que nous ne sommes pas mûrs. Il faut attendre un peu pour y voir plus clair. La technologie n'est pas arbitrée à ce jour entre les caténaires, les rails dans les chaussées, l'induction, les terminaux de rechargement tous les 300 ou 400 km sur le réseau autoroutier européen. Il me semble prématuré de se lancer à court terme dans cette direction. Par contre, il y a un troisième point très important, c'est effectivement la généralisation du flux libre sur l'ensemble du réseau autoroutier. C'est une difficulté de la 79, c'est la première qui est en flux libre et on peut comprendre que les clients usagers soient un peu désemparés, en tout cas pour une partie d'entre eux, j'y reviendrai. Donc, généralisation du flux libre qui permet d'améliorer la sécurité, de pouvoir renaturer toutes les plateformes de péage, qu'elles soient grandes barrières ou petites gares, et qui permet surtout de réduire de manière significative les émissions de CO2 qui sont créées par tous les stop-and-go ou les ralentissements et accélérations sur l'ensemble du réseau. Je pense que ça représenterait quelques centaines de milliers de tonnes équivalent CO2 par an. Nous sommes en train d'effectuer le chiffrage fin au niveau de la profession et ça peut être significatif en termes d'économie d'émissions. Et j'ajoute aussi un quatrième point qui vous concerne évidemment en tant que représentant des territoires, c'est la construction de nouveaux diffuseurs pour améliorer la desserte. Nous avons une bonne dizaine de projets au stade des cartons, mais qu'on pourrait très bien ressortir si l'État voulait bien nous aider à les financer. C'est aussi la reprise possible de sections ou de bretelles à proximité de notre réseau pour améliorer le patrimoine existant et pour faciliter aussi l'accès au réseau autoroutier. Alors, se pose la question de la compensation de ce genre d'investissement massif. Je crois qu'il faut se résoudre à une évidence, c'est que la compensation via l'augmentation de tarifs n'est plus efficace et n'est plus possible aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que cette mesure de compensation est de moins en moins efficace quand on se rapproche de la concession. Pour pouvoir compenser les investissements, il faut avoir des augmentations tarifaires très importantes. Et le deuxième point, c'est que l'acceptabilité du péage, on la connaît, c'est très compliqué. Nos clients, nos usagers, le grand public ne comprend pas pourquoi nous avons des augmentations tarifaires qui dépassent l'inflation ou qui atteignent l'inflation, mais c'est parce qu'il y a effectivement une composante qui est liée à l'inflation, 0,7 fois l'inflation, c'est la formule de base, et s'y ajoutent des composantes, des constantes, qui sont fonction des programmes d'investissement négociés entre les concessionnaires et l'État, et ce qui explique effectivement, Monsieur le Sénateur, les différences d'augmentation tarifaire entre telle ou telle société. Ça dépend du programme d'investissement qu'elles ont négocié avec l'État. Donc,
Pour compenser un tel plan, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, hormis l'allongement de la durée. Je sais que c'est un sujet compliqué, qui nécessite bien sûr un accord politique, qui nécessite un accord de la Commission européenne et un accord du Conseil d'État. Mais pour moi, ça reste la seule possibilité à ce jour pour envisager un plan d'investissement massif. Pour ce qui concerne la rentabilité, alors, je vais revenir encore une fois sur le thème. C'est un sujet qui revient à intervalles réguliers dans le débat. Je l'ai dit, sur la base de rapports plus ou moins à charge et sur la base de données fausses ou peu objectives. En tout cas, je veux redire très clairement qu'il n'y a pas pour APRA de surrentabilité ou de surprofit, comme on peut le lire ou l'entendre. Et nous sommes, encore une fois, à fin 2022, très proches des objectifs qui avaient été affichés dans le plan d'affaires communiqué à l'État dans le cadre de l'appel d'offres de privatisation. Et je pense que nous le serons aussi proches de ce plan d'affaires en fin de concession si on se base sur des prévisions sérieuses qui sont communiquées par nous chaque année à l'ART et au ministère des Transports. En tout cas, nous sommes tout à fait disposés à confronter les chiffres et les modèles pour démontrer cette absence de surrentabilité et pour remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. Alors, je dois tout de même saluer une évolution de méthode dans les derniers rapports vers des calculs plus pertinents de l'analyse de la profitabilité des concessions, dans la mesure où on s'intéresse non plus à la rentabilité instantanée, comme c'était le cas pour l'autorité de la concurrence en 2014, mais on va maintenant regarder le taux de rentabilité interne qui, lui, effectivement, analyse la rentabilité sur la totalité de la concession. Donc on a déjà progressé. Mais après, reste à savoir de quoi on parle. Et si possible, avec des calculs justes et des prévisions crédibles. Et je redis, encore une fois, que je déplore que l'ART ne soit pas systématiquement placée au cœur des débats sur ce sujet, d'autant que cela fait clairement partie de ses missions fixées par le législateur en 2015. Alors, sur le TRI concession, qui est encore une fois la bonne mesure, la bonne référence de notre point de vue, on peut noter qu'il n'y a pas de difficulté tant pour l'ART que pour l'IGF. Sur le TRI actionnaire, si on veut malgré tout le regarder, il faut partir sur de bonnes bases de comparaison. Et il ne faut pas faire d'erreurs d'analyse et de méthodologie, et il faut faire des prévisions sérieuses. Et surtout être extrêmement prudent dans les conclusions, car les choses peuvent évoluer très vite, dans un sens ou dans un autre, que ce soit au niveau du trafic ou au niveau des taux d'intérêt, par exemple. Concernant l'étude de M. Fortin, j'ai eu l'occasion d'alerter à plusieurs reprises, par écrit et par oral, le sénateur Delahaye sur les graves erreurs méthodologiques et de raisonnement figurant dans cette étude, que ce soit, par exemple, la comparaison des flux bruts de dividendes avec l'investissement initial sans actualisation, l'affectation de dividendes sur la base de la trésorerie disponible et non pas sur la base du résultat net, comme la loi l'impose, ou sur l'ignorance des règles d'amortissement qui sont spécifiques aux concessionnaires autoroutiers. Je ne reviens pas non plus sur l'estimation des dividendes entre 2020 et 2022 que j'ai évoqué dans mon préambule. Concernant le rapport de l'IGF, nous émettons aussi les plus grandes réserves sur la fiabilité du rapport, qui s'inspire d'ailleurs fortement du modèle financier de M. Fortin. C'est écrit dans le rapport, et je dois vous dire que c'est assez préoccupant, en particulier pour la prévision de dividendes post-2019. D'ailleurs, nous n'avons pas connaissance du plan d'affaires de l'IGF. Nous n'avons pas connaissance de ce plan d'affaires. Je rappelle tout de même le contexte de ce rapport. Il a été rédigé il y a, je crois, 2 ans et demi pour faire contrepoids aux contentieux engagés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes face à l'augmentation de la taxe d'aménagement du territoire qui a été décidée unilatéralement par le gouvernement fin 2019 dans le cadre du projet de loi de finances 2020. Alors là aussi, pour l'IGF, je ne vais pas entrer dans un débat trop technique, mais je vais tout de même vous donner un seul exemple. Le chiffre de 7,67% qui est donné comme référence du TRI actionnaire, il serait d'ailleurs
Il est d'ailleurs commun aux 3 groupes autoroutiers, ce qui, entre nous, n'a pas vraiment de sens. Ce chiffre ne correspond pas du tout à une quelconque référence fixée ou convenue entre les parties. Je rappelle qu'en 2005, nos actionnaires ont répondu à un appel d'offres international et qu'ils ont répondu sur la base d'un prix par action et non pas sur la base d'un TRI. Et avec ce prix, il était demandé par l'État de justifier le prix par un plan d'affaires qui a été communiqué. Et de ce plan d'affaires découlait un TRI de 9,3% et non pas 7,67%. Donc avant même de rentrer dans les calculs et les prévisions, il y a déjà un sérieux problème sur la référence. Et je répète qu'il faut être extrêmement prudent avec les prévisions, d'autant qu'on ne connaîtra qu'à la fin la rentabilité réelle de la concession. D'ici là, le trafic, les taux d'intérêt peuvent évoluer très vite dans un sens ou dans un autre, et c'est d'ailleurs le risque du concessionnaire. La prudence s'impose. Comme l'a très justement dit le ministre de l'économie lors de son audition à l'Assemblée nationale, le rapport dit même, je le cite, que ces conclusions reposent sur un calcul très hypothétique et doivent être interprétées avec une grande prudence. Bon. On peut regretter dans cette affaire que l'avis de l'ART ne soit pas pris en compte, et on peut regretter aussi, à tout le moins, qu'une phase contradictoire n'ait pas eu lieu avec nous pour éviter des incohérences manifestes sur un sujet qui est aussi sensible et aussi polémique. Alors, sur la saisine du Conseil d'État par le ministre de l'économie, bon, le gouvernement est libre de se tourner vers le Conseil d'État pour nourrir sa réflexion. Je crois que c'est clair et il ne me semble pas que le gouvernement soit entré en contentieux, car il s'agit bien d'un avis consultatif. Les contrats ne prévoient pas, à ma connaissance, de stipulations qui permettent une fin anticipée de la concession sur la base du TRI actionnaire, même du TRI concession, ou sur la base d'une supposée surrentabilité. Bon, cela est d'autant plus vrai que la dite surrentabilité est injustement imaginée. Il y a en revanche une clause, je l'ai déjà dit, qui a été négociée dans le cadre de l'avenant du plan de relance autoroutier 2015, qui permet de réduire l'allongement de durée qui a été négocié et acté à l'époque, c'est-à-dire 3 ans pour APRR, 4 ans pour AREA, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires cumulé de la concession depuis l'origine dépasse un certain seuil. Ça existe effectivement. Et puis je crois que dans cette affaire, il faut toujours garder à l'esprit que la qualité de la signature de l'État est extrêmement importante, tout comme le respect des contrats. Je crois qu'il y va de la crédibilité de la France vis-à-vis des investisseurs français ou étrangers, et je crois d'ailleurs que le ministre de l'économie l'a répété à plusieurs reprises lors de son audition à l'Assemblée nationale le 22 mars. Question sur la dévolution des travaux. Alors, la réglementation est très stricte et la création de l'ARAFER en 2015, qui est devenue dans l'intervalle l'ART, a eu pour effet d'offrir beaucoup plus de transparence dans l'attribution des marchés, mais pas seulement, car les marchés éligibles au passage en commission des marchés ont été réduits. Désormais, c'est 500 000 € en travaux, 240 000 € pour les fournitures et services. Par ailleurs, depuis cette époque, depuis 2015, les commissions des marchés comprennent un nombre majoritaire de membres totalement indépendants et la DGCCRF participe à l'ensemble des réunions. Pour ce qui nous concerne, APRR et AREA, l'ART n'est pas critique sur le taux d'attribution des marchés de travaux à des entreprises du groupe Eiffage. D'ailleurs, je peux vous donner quelques chiffres pour vous permettre d'évaluer la situation. Sur les 5 dernières années, la commission des marchés a attribué chaque année entre 20 et 25% des marchés à des entreprises liées au groupe Eiffage, avec une moyenne de 25% sur les 5 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas de vrai problème vis-à-vis de notre actionnaire Eiffage. Cela correspond d'ailleurs à la part de marché, à peu près à la part de marché que détenait Eiffage avant la privatisation des autoroutes. En tout cas, je peux vous dire que nous sommes extrêmement vigilants dans les commissions des marchés sur ces sujets-là. La transparence est totale. Les dossiers sont épluchés à la loupe par la DGCCRF et par l'ART. S'il y a le moindre problème, l'ART peut stopper l'attribution.
à ma connaissance, il n'y a pas ce type de problème au sein de notre groupe. Sur la fin des contrats, l'inventaire et la classification des biens, notamment les biens de retour, donc un sujet qui a été évoqué par un certain nombre d'entre vous. Je sais qu'il est cher au sénateur Jacquin, pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec lui. En tant que gestionnaire du patrimoine de l'État, nous tenons à jour l'inventaire des biens. Bon, pour tout vous dire, c'est un travail très long et très complexe, tellement le volume de données est important. Ces données, elles sont répertoriées dans des bases de données métiers qui sont propres à notre société, mais le partage des données avec les services du ministère des Transports est en cours depuis de nombreuses années. Bon, il se trouve qu'en 2016, au vu du volume de données à recueillir, les services du ministère des Transports ont décidé d'utiliser une nouvelle base de données qui peut traiter à la fois le réseau routier national concédé et le réseau routier national non concédé. Ça a pu ralentir un peu le processus. Mais les choses avancent normalement. En fait, nous définissons avec les services du ministère la nomenclature qui est souhaitée, puis ils nous transmettent les fichiers à remplir, les ouvrages d'art, les chaussées. Et on peut dire que ce processus, il est maintenant parfaitement opérationnel. Et en tout cas, il n'y a aucune réticence de notre part pour fournir les éléments que nous avons déjà dans nos bases. Pour la classification des biens, donc, il faut distinguer effectivement les biens de retour qui relèvent de la concession et qui sont indispensables à son fonctionnement, les biens de reprise que le concédant peut choisir de reprendre à son initiative, et les biens propres qui appartiennent pour le coup au concessionnaire en fin de concession. Bon, pour dépassionner le débat, je vous dirais que plus de 95% des biens sont des biens de retour. On retrouve notamment les infrastructures dans la très grande majorité des actifs. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté sur ce sujet, bien de reprise, bien de retour, bien propre, tout devrait bien se passer, il n'y a pas de problème. Le vrai sujet, c'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est ce que signifie le bon état d'entretien qui figure dans nos contrats. En fait, ce bon état d'entretien, ce bon état de notre patrimoine, il est déjà assuré grâce aux indicateurs de performance qui sont calculés et mis en place depuis 2014. De nouveaux indicateurs patrimoine sont inclus dans nos contrats au fur et à mesure des avenants. C'est le cas d'ailleurs du dernier avenant qui inclut un nouvel indicateur sur les structures de chaussée. Cette question devra être totalement tranchée avant l'audit, qui est prévu 7 ans avant la fin de concession, mais je peux vous dire qu'on dispose déjà d'une cartographie précise des ouvrages et des chaussées grâce aux indicateurs de performance qui existent et qui vivent, qui sont suivis chaque année par nous et par le concédant. Donc, je suis plutôt confiant sur le fait que nous trouverons un accord complet et définitif avec l'État sur cette affaire de bon état d'entretien fin de concession dans les prochaines années. Sur l'avenir des contrats, la question m'a été posée par vous, Madame la sénatrice, je crois, sur comment on voit l'avenir des contrats. Bon. D'abord, j'espère je pense que nous serons partie prenante des assises de l'autoroute que le ministre des Transports a indiqué vouloir mettre en place à l'été prochain et pour justement débattre de ce sujet. Donc l'État décidera, hein, mais vous ne serez pas surpris si je recommande de poursuivre le modèle de la concession à la française. J'ai déjà évoqué tous les avantages. Le transfert de l'intégralité des risques aux concessionnaires, des savoir-faire reconnus et démontrés par les concessionnaires privés, une grande capacité d'investissement. Bon, il faudra sans doute adapter les contrats en termes de contenu, probablement introduire une certaine dose de régulation, des clauses régulières de revoyure pour suivre la rentabilité réelle et l'adapter si besoin. Alors, non pas parce qu'il y a un problème dans les contrats actuels, mais parce que cela permettra d'éviter les soupçons et les polémiques qui reviennent à intervalles réguliers sur le sujet. Je pense que ça sera préférable pour tout le monde. Vous l'avez dit, je pense qu'effectivement, on pourra envisager de réduire les durées. Nous sommes actuellement sur des durées de 30 ans.
Bon, il ne faudra pas le réduire trop non plus, parce que les futurs concessionnaires auront besoin d'avoir une certaine visibilité pour organiser leur outil, pour préparer leurs investissements et pour les amortir. Bon, aujourd'hui 30 ans, pourquoi pas 20 à 25 ans dans les futurs contrats. Il faudra aussi peut-être revoir le périmètre des concessions pour éviter par exemple qu'un seul acteur puisse gérer plus de 50% de l'ensemble, ce qui est le cas aujourd'hui. En tout cas, j'imagine mal un retour en arrière et une reprise à 100%. Pour moi, la gestion des autoroutes, ce n'est pas une mission régalienne. Et le vrai sujet, c'est de trouver la meilleure solution de gestion sous forme d'une concession, je dirais, retravaillée, mais avec des acteurs privés. Voilà comment je vois les choses. J'ai encore quelques minutes, Monsieur le Président. Oui, bien sûr. Alors, d'autres questions qui ont été posées, notamment concernant le viaduc de Millau qui vous est cher, Monsieur le Sénateur. Alors, un petit rappel sur l'actionnariat du viaduc de Millau. Depuis 2008, Eiffage détient 51%, la Caisse des dépôts et consignations 49%. Il y a eu effectivement un certain nombre de rumeurs de désengagement possible, non pas d'Eiffage, mais de la Caisse des dépôts. À ce jour, je n'ai pas du tout de confirmation sur une éventuelle volonté de la Caisse des dépôts de sortir du capital. Voilà ce que je peux vous dire sur le viaduc. Concernant les véhicules autonomes et connectés, c'est un sujet important qui avance effectivement plus lentement que ce que nous avions pu imaginer il y a quelques années. Bon, néanmoins, on continue à travailler. Nous avons un certain nombre d'accords de partenariat avec des constructeurs ou avec Valeo qui font passer régulièrement, notamment sur l'axe Paris-Lyon, ce genre de véhicules pour les tester. Bon, il reste quand même quelques difficultés sur le plan technique. Vous avez dit que sur l'autoroute, c'était plus simple que sur le réseau classique. Vous avez entièrement raison. Néanmoins, toutefois, c'est un peu plus compliqué, notamment lorsqu'on arrive en zone de travaux avec des balisages, des réductions de voies. Tout n'est pas complètement réglé. Les choses avancent. Mais bon, à titre personnel, je trouve effectivement qu'il y a un certain ralentissement des constructeurs sur ce projet qui paraissait facile. Ça paraissait facile d'aboutir à court terme. Ce n'est visiblement pas le cas. Je pense que maintenant, on est plutôt sur du moyen terme que sur du court terme. Mais rassurez-vous, les tests se poursuivent, en particulier sur notre réseau. Alors, sur les tarifs, je voulais indiquer, nos contrats prévoient une formule tarifaire qui est basée essentiellement sur l'inflation, mais qui permet également de financer par des constantes complémentaires des plans d'investissement. Bon, nous avons bien conscience que les hausses qui ont été pratiquées au début de l'année sont importantes dans un contexte difficile sur le plan du pouvoir d'achat. La moyenne des augmentations pour les sociétés historiques s'élève à 4,75%. Ça reste néanmoins inférieur à l'inflation, qui était de l'ordre de 6% à fin octobre. Bon, cela étant, nous avons pris la dimension du sujet et en lien avec le ministre des Transports, nous avons mis en place... nous avons amélioré les formules d'abonnement qui existaient pour la clientèle fréquente, la clientèle domicile-travail. Depuis 2019, je crois, nous avions attribué 30% de réduction pour cette clientèle fréquente. Et le déclenchement de cet abonnement est lié à un minimum de 10 allers-retours par mois sur un trajet donné. Nous sommes passés de 30% à 40% à l'occasion des hausses de début 2023. Et là aussi, pour donner un coup de pouce à la transition écologique, nous avons mis en place un nouvel abonnement pour les véhicules électriques qui prévoit une réduction de 5% sur l'ensemble des réseaux autoroutiers, l'ensemble du réseau autoroutier, en tout cas sur l'ensemble du réseau APRR-AREA. Un mot peut-être sur A79. Effectivement, je le disais, la difficulté, c'est que c'est la première autoroute qui bénéficie de cette technologie. Je vous rassure, la très grande majorité de la clientèle est très satisfaite de cette innovation. La plupart des usagers l'empruntent avec un badge de télépéage, ce qui est extrêmement simple. D'ailleurs, nous avons milité dans les premières semaines pour que
les clients locaux puissent s'équiper de ces badges, et c'était le cas. Hein. On a, je pense, réussi des campagnes en début de mise en service. Nous avons aussi la possibilité d'abonnement plaque par l'intermédiaire d'abonnement Internet. Pour ce qui concerne les gens qui ne souhaiteraient pas utiliser le badge, qui ne souhaiteraient pas utiliser l'abonnement plaque, nous avons mis en place des bornes de paiement, des bornes à pied sur l'ensemble des aires de repos. Nous avons mis du personnel sur ces bornes à pied pour essayer d'expliquer aux gens, aux clients en difficulté, comment s'en servir. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des difficultés dans les premières semaines, les premiers mois. Cela étant, progressivement, les choses s'améliorent. On est bien conscient du problème, donc on va encore renforcer la communication, on va renforcer la pédagogie, et on espère très sincèrement que dans les prochains mois, il n'y aura plus de difficultés. Encore une fois, ça aurait été plus facile si tout le réseau autoroutier était passé massivement en flux libre. Là, on est sur un petit tronçon de 90 km, c'est plus délicat, mais la situation n'est pas excessivement difficile quand même. Je sais qu'il y a eu un article dans Que Choisir sur le sujet qui a fait un peu boule de neige, comme c'est un peu l'habitude sur d'autres problèmes, mais bon, on n'est pas très inquiet et ça va déjà beaucoup mieux. Bien, merci Monsieur le Président. Merci pour ces réponses à nos questions. Je crois qu'effectivement, il est bien à un moment donné de donner des explications claires, nettes et précises pour éviter ce que vous disiez tout de suite, l'effet boule de neige. Hein, parce qu'on envoie une réflexion ici, on la lance, elle retombe on ne sait pas où, et puis après on a une vraie certitude que c'est exact et que ça ne marche pas ou que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Merci pour ces réponses, parce que ça nous permet aussi à nous d'avoir un éclairage à la fois sur le devenir des concessions, à la fois sur comment ces concessions vont être vues, et puis aussi quelque chose qui est important, parce que je crois qu'il faut il faut bien qu'on le prenne en compte, c'est la décarbonation. Et je crois que ici, autour de cette table, tout le monde est bien conscient qu'il y aura des investissements lourds, des investissements importants pour la décarbonation, et que si on veut être au rendez-vous, eh bien, le temps, je dirais, des reproches, des polémiques ou autres, n'est plus d'actualité. Le temps est à l'action. Merci. Merci.